Oui, donc bonjour à tous. On va faire une présentation effectivement en duo. En fait, c'est l'histoire d'un partenariat que je vais vous décrire entre un organisme de surveillance de la qualité de l'air, un ATMO comme on dit habituellement, et puis la chambre d'agriculture. Alors, qu'est-ce que un organisme de surveillance de la qualité de l'air? C'est un observatoire qui est au cœur des territoires. Il y a 19 régions et il y a une ASQA, Association agréée de surveillance de la qualité de l'air par région. Les champs d'intervention sont variés. D'abord, on s'occupe de tout ce qui est pollution réglementaire. Il y a une quinzaine de polluants que l'on surveille. Mais également, notre, on va dire, périmètre d'étude s'étend à des enjeux émergents qui peuvent être variables, les odeurs, l'air intérieur, la problématique climatique et également la problématique des pesticides, des produits phytosanitaires. Alors, quand on regarde le cycle de gestion de la qualité de l'air, donc c'est ici, je pense. Non, c'est quoi le... Ah oui, il est là. Le cycle de gestion de la qualité de l'air, on a les rejets dans l'atmosphère, l'état de l'atmosphère et l'estimation de l'exposition. Ça, c'est le métier traditionnel des réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Et puis, les deux derniers maillons, c'est le cœur de nos collaborations où on va travailler sur les impacts, les effets et puis les actions pour remédier à une bonne qualité de l'air. Alors, notre gouvernance des ASQA, elle est quadripartite. Il y a l'État qui est présent, les collectivités territoriales, c'est un peu vite, les collectivités territoriales et puis également ce qu'on appelle nous les émetteurs, tout ce qui est activité économique, industrielle, chambres d'agriculture et également les chambres d'agriculture parmi ce collège. Il y a également toutes les associations et personnalités qualifiées qui participent. Ces 4 collèges nous assurent une indépendance, une transparence dans nos travaux, et puis ça permet d'entretenir un capital de confiance avec l'ensemble des partenaires locaux. Les ASQA sont fédérés dans la fédération ATMO, et donc vous pouvez contacter l'ASQA de votre région pour des problèmes de qualité de l'air. Alors pourquoi nous sommes-nous mis à étudier les produits phytosanitaires? Eh bien d'abord parce qu'il y a eu au cours des années 2000, vraiment même avant, mais une perception des enjeux liés à ces produits phytosanitaires, tant dans la population générale, liée à ces risques, que dans les experts, de la pollution de produits phytosanitaires, mais aussi de la pollution atmosphérique. Et on a eu des demandes qui nous ont été adressées pour avoir des données de qualité de l'air. C'est même également, il y a eu des demandes venant du Plan national santé-environnement. Alors il y en a eu plusieurs, on en est à la 3e version, 2015-2019, le PNSE 3. Dans le PNSE 2, on a eu des demandes d'évaluation de la pollution de produits phytosanitaires dans le compartiment aérien. Et puis également dans le prochain, donc le plan national, enfin le dernier plan national santé-environnement qui couvre les années 2015-2019, on a également 2 actions qui couvrent la pollution phytosanitaire dans l'atmosphère. Donc on a vraiment eu un besoin d'évaluation de cette pollution dans le compartiment air. Oula. Je remonte là. En fait, donc, on a commencé les mesures au début, d'une manière systématique, au début des années 2000, dans certaines régions en France. Et puis, on a travaillé à partir de financements locaux qui étaient un peu disparates, qui étaient différents selon les régions. On a travaillé selon des pratiques qui étaient sensiblement harmonisées, puisqu'on a harmonisé au cours de ces années. On utilise les mêmes modes de prélèvement et analytiques, qui sont identiques donc à l'échelle nationale. On prélève également chacun la phase particulière et la phase gazeuse, et pour faire nos mesures. Et puis on caractérise nos sites, c'est-à-dire quand on installe nos sites, on peut les caractériser d'une manière homogène, selon des typologies bien définies, entre les sites ruraux, les sites urbains, ou en définissant les cultures prédominantes qui se trouvent à côté, à proximité du site de mesure.
et ce qui nous a permis de produire un certain nombre de données. Ces données ont été rassemblées dans une base de données nationale qui s'appelle FITATMO et qui est mise à disposition de tous travaux de recherche. Il y a, je crois, plusieurs dizaines de milliers de données de mesures de produits phytosanitaires qui couvrent les années 2000 à 2016. Elle est gérée par nos collègues d'Atmo Poitou-Charentes. Alors maintenant, c'est Atmo Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors même si les travaux étaient harmonisés, enfin les méthodes étaient les mêmes, les stratégies d'échantillonnage pouvaient être parfois différentes. On avait des prélèvements, certains ont opté pour des prélèvements hebdomadaires, pour suivre la pollution de fond des produits phytosanitaires, d'autres pour des prélèvements journaliers pour voir un petit peu plutôt les épisodes aigus à proximité des sources émettrices. Donc ça a souvent, d'ailleurs, déterminé le prélèvement en bas débit ou en haut débit. Quand on travaille sur un court terme, on prélève effectivement beaucoup plus d'air. De la même manière, on n'a pas forcément eu au début les mêmes coupures, c'est-à-dire on récupérait les particules et puis la phase gazeuse, mais dans la phase particulière, certains récupèrent toutes les particules pour évaluer l'environnement, enfin l'impact environnemental, la contamination du compartiment air. Et puis, certains ne s'intéressent qu'à la fraction inhalable des particules, dans un souci d'évaluation de la pollution par rapport à la santé humaine, et donc s'intéressent qu'à la fraction PM10. Enfin, l'échantillonnage temporel était souvent différent. Certains ont fait des études sur toute l'année, d'autres sur seulement la période du printemps, par exemple. Souvent, cet échantillonnage temporel a été très lié à des besoins économiques. Concernant le choix des molécules, on mesurait à peu près une soixantaine de molécules, parfois plus. À partir, les listes étaient construites de la même manière, un peu partout, même si elles aboutissaient à des listes différentes. D'abord une base commune, nationale, socle à toutes les régions, qui était construit à partir de l'outil Sphère, qui est à l'INERIS, et à partir des observations des années précédentes au niveau national. Et puis cette liste, on en a produit 3 au niveau national. Il y a eu 2008, 2013, et on attend d'ici 2017 la prochaine liste socle qui sera utilisée dans les ASQUA. Et puis également, à côté de ça, on avait besoin d'une expertise locale, parce qu'effectivement, la liste nationale est peut-être déconnectée des situations locales. Donc là, on avait besoin d'informations sur quelles sont les molécules utilisées localement, régionalement. Et ça nous a obligés à mettre en place, au niveau régional, un comité de pilotage de suivi des produits phytosanitaires, où on a mis, où s'est rassemblé dans ce comité de pilotage à la fois des acteurs de l'État, on va retrouver effectivement l'ADREAL, la DRAF, des collectivités locales, des partenaires du monde de la recherche, et également des partenaires du monde agricole, comme la Chambre, mais comme aussi des représentants distributeurs agricoles de produits phytosanitaires, par exemple. Alors, je vais rapidement vous parler de résultats. Alors ça s'est passé, c'est des résultats qui sont sur l'Alsace, mais d'autres, il y a eu des travaux qui ont eu lieu, des travaux ailleurs, bien entendu, sur d'autres régions, et des travaux effectivement entre la Chambre et les ASQUA dans d'autres régions également. Donc l'Alsace est une des régions qui est partie la plus tardivement, on va dire, à la surveillance des produits phytosanitaires. Elle a débuté par une étude exploratoire sur 3 ans, par des mesures discontinues pour des raisons économiques, pour faire moins d'analyses, mais pour faire aussi beaucoup de sites. On a évalué 8 sites témoins en 3 ans, et on en a gardé quand même un historique sur 2 d'entre eux, avec des proximités, grande culture et viticulture. Donc je vais passer assez rapidement. On a des résultats en discontinu. Pardon ? Alors, les principaux résultats, on a observé, on a détecté un certain nombre de molécules, on a quantifié un nombre à peu près toujours les mêmes sur les 3 années, et on mesurait grosso modo des quantités de l'ordre du nanogramme.
question qui nous a été posée, où on s'est posé à la fin de cette étude, et qu'on a discuté au sein du comité de pilotage avec l'ensemble de nos partenaires. D'abord, on avait une difficulté de comparaison avec d'autres régions, on manque peut-être d'indicateurs à mettre en place. Et puis, effectivement, quel était le lien des concentrations qu'on retrouvait lors du nanogramme et des phénomènes de contamination de l'air. La molécule que j'ai sur mon capteur, est-ce qu'elle vient de la dérive? Est-ce qu'elle vient de la volatilisation? Ou elle a une provenance plus lointaine? Et ça, il fallait travailler et mettre en relation nos mesures avec les pratiques agricoles. Et c'est ce qui a donné la naissance du projet REPER. Et je vais laisser la parole à Alfred Kligamer. Donc effectivement, moi je travaille à la Chambre d'agriculture. Je suis animateur éco-phyto. Et ce que Cyril vient de dire me paraît important. C'est vrai que dès 2013, les campagnes de mesure ont démarré, mais on a partagé les résultats dans un comité technique sous le chapeau d'Éco-Phyto, sous l'impulsion de la DRAF, et je crois qu'il faut la remercier, ce qui a permis effectivement de partager les expériences, de partager les questionnements, et puis et la question qui a été posée tout à l'heure, c'est posée très rapidement, quel est le lien entre les pratiques agricoles et ce qu'on trouve dans l'air. Donc pour ça, effectivement, on a besoin avant tout de comprendre. Comprendre pourquoi, parce que je dirais, nous, en tant que conseil agricole, c'est derrière aussi de pouvoir réduire les impacts. Et la difficulté, c'est que les molécules qui sont analysées dans l'air, elles ne vont pas vous dire le chemin qu'elles ont parcouru. Elles ne vont pas vous dire si j'arrive par la dérive ou j'arrive par la volatilisation. Et on a surtout aussi besoin de comprendre ce phénomène de volatilisation. Je vous avoue, ça fait 3 décennies que je travaille à la Chambre d'agriculture sur les produits phyto. Ça fait depuis 2013 que je suis conscient qu'il existe la volatilisation. Et vous pouvez poser la question à beaucoup de collègues. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé la dérive, mais la volatilisation est un phénomène quand même encore peu connu. Donc sur un des sites, on a l'année dernière, en 2016, effectivement enquêté les agriculteurs pour faire le lien entre les deux. Donc ce site situé dans le centre Alsace, donc c'est un site de grande culture. Alors grande culture en Alsace, ça veut dire 70% de maïs, ça veut dire à peu près 10% de blé et un peu autant de betteraves et de soja. Ce qui est important à savoir, c'est que à une quinzaine de kilomètres de ce site se situent 2 vignobles de part et d'autre, l'un côté ouest, côté alsacien, et puis un autre vignoble côté est en Allemagne. Alors ce qu'on a fait, on a, sur un rayon d'1 kilomètre, alors on a déterminé 1 kilomètre un peu à dire d'experts, on a enquêté tous les agriculteurs, on a 96% de la surface qu'on a enquêté, et puis on a récupéré les pratiques, le pas de temps des prélèvements au niveau des analyses étant la semaine, on a comparé effectivement ce pas de temps, les traitements semaine par semaine, pour voir effectivement s'il y a des liens, et si oui, lesquels. Alors bon, je passe sur la méthode, parce que je crois qu'on est un peu en retard. Notre objectif, c'était effectivement de connaître toutes les pratiques, d'utiliser aussi, j'allais oublier, un indicateur. Donc c'est le travail de l'INRA sur IFIR. Et puis, dans un deuxième temps aussi, après, de pouvoir cartographier les différents traitements. J'y arrive pas en 2 minutes. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on a utilisé comme produit? Ce sont essentiellement des herbicides. Ça, c'est lié effectivement aux pratiques culturales. Donc, 84% des molécules, ce sont des herbicides. Et 2 molécules, le S-métallachlore et le DMTAP, représentent à eux seuls à peu près la moitié des quantités utilisées. Là, je passe très rapidement. Donc, on a testé IFIR. Alors, IFIR vous donne une note par rapport au risque de volatilisation, ce qui voudrait dire que les molécules que vous avez à droite, qui ont des bonnes notes en termes d'IFIR, en termes de volatilisation, on ne devrait théoriquement pas les retrouver dans l'air. Vous verrez que ce n'est pas forcément le cas. Alors, qu'est-ce qui a été trouvé? Alors, il y a 80 molécules qui ont été recherchées. Sur ces 80 molécules, 32 ont été utilisées dans la zone. Il y en a un peu plus qui ont été utilisées, mais qui n'ont pas été recherchées, mais ça représente plus de 90% du total. Donc, quand même, l'essentiel des produits utilisés ont été recherchés. 13 ont été détectés et 10 quantifiés. Par contre,
on a aussi retrouvé 11 molécules qui ont été quantifiées, qui viennent de plus loin que ce fameux rayon d'1 kilomètre. Alors, ça c'est en nombre de molécules. En nombre de détections, c'est à peu près 2 tiers qui viennent des molécules utilisées sous secteur et 1 tiers des molécules qui viennent de plus loin. On a essayé de quantifier les choses. Alors, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de sommer les concentrations. En termes de quantité, on serait sur un rapport à peu près de 90% des quantités trouvées ou qui ont été utilisées sur le secteur. Alors, quelques exemples, tout juste pour vous montrer ce qu'on pourrait faire. Alors, par exemple, le dicamba, qui a été largement utilisé, il a été utilisé sur 6 semaines, ou 7 semaines, il n'a jamais été retrouvé. Donc, il y a quand même 20 molécules aussi qui ont été utilisées et pas retrouvées, parce qu'on parle bien sûr beaucoup des molécules qu'on trouve, mais aussi, il faut aussi dire aussi des molécules, parler de celles que l'on ne trouve pas. Après, vous avez un désherbant betterave, le lénacil, bon, qui est peu utilisé, mais qu'on trouve une fois ponctuellement. Ça voudrait nous dire, en termes d'interprétation, qu'il y a beaucoup de chances ou beaucoup de risques que ça vienne de la dérive. Parce que là, sur 4 semaines, on le trouve une fois. Si c'est confirmé les années suivantes, qu'on le retrouve de temps en temps ponctuellement, et ça, il faudra comparer donc aussi avec les données météo. Après, pour le cas suivant, c'est très différent. Donc le S-métallachlore, donc on a parlé de volatilisation. Alors, il n'a pas été trouvé pendant 2 semaines, c'est les semaines où il a été beaucoup utilisé. Alors, une des explications, c'est effectivement, donc l'année dernière, au mois de mai, on a eu des pluviométries importantes, et en particulier tout juste après les traitements. Et après, on le retrouve pendant plusieurs semaines. Donc là, ça va jusqu'au début août, en fait, jusqu'à la fin de la campagne de mesure. Donc là, on est clairement, effectivement, on peut afficher effectivement que c'est essentiellement de la volatilisation. Et puis, dernier cas de figure, les fongicides. Bon, il y en a peu utilisés, mais on a des petits points, je dirais des petites détections jusqu'à 15 jours, 3 semaines après les traitements. Donc, en conclusion de ce qu'on a vu pour l'instant pour une année, c'est qu'en fait, il y a 4 cas de figure. Il y a effectivement une vingtaine de matières actives qui sont utilisées, mais qu'on n'a pas retrouvées. Des matières actives qu'on retrouve pulvérisées et quantifiées, mais uniquement de temps en temps. Donc, c'est probablement lié à la dérive. Quelques matières actives, comme le S-métallachlore, qu'on va trouver pendant plusieurs semaines. Donc, on est dans la volatilisation. Et puis, la dizaine de matières actives qui ont été transportées au-delà d'1 kilomètre. Alors, ça, c'est ce qui a été fait sur un site. Alors, 2 mots sur le projet Repère. L'idée, c'est de faire cela sur 8 sites en France pendant 3 ans, avec 4 systèmes de culture différents, en viticulture, arboriculture, grande culture et polyculture élevage. Et c'est un projet effectivement partenarial avec l'INRA, avec l'ATMO et puis les chambres d'agriculture. Je crois en tout, il y a 31 partenaires. Voilà, mes excuses parce qu'on a été un peu long. Voilà. Merci beaucoup.